Bonjour à tous. Dans le cadre de nos entretiens au cœur de l'humanité, retrouver sa puissance pour retrouver sa liberté, le réseau Pâquerette a un plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Paul Béchu. Bonjour Jean-Paul. Alexandra, bonjour Eric. Nous Bonjour. serons accompagnés justement, comme de notre habitude, par un dessinateur humoristique en direct, Eric Grelet. Bonjour Eric. Bonjour à tous. Jean-Paul Béchu. Alors, avant de vous laisser la place pour nous raconter votre histoire inspirante, voilà quelques repères. Vous êtes né en 1957, après une enfance, qu'on va dire, mouvementée et une jeunesse un peu chaotique. Vous prenez la ferme décision de réussir dans la vie. Vous quittez Paris, vous faites vos études de management aux États-Unis, et une fois de retour en France, vous entamez une brillante carrière de l'entrepreneur, aussi bien en France qu'à l'étranger. En 1994, vous créez NameShield, une entreprise de protection de l'identité des marques sur Internet, dont le rayonnement est aujourd'hui international. En 2020, vous cédez cette entreprise, pourtant florissante, à vos salariés au lieu de la vendre en fonds d'investissement. Vous vous affichez aujourd'hui comme Espérance Angèle. Vous apportez votre aide et votre soutien à des projets qui contribuent à protéger, à faire grandir, à améliorer les conditions de vie ainsi que la santé de votre concitoyen et tout en particulier les jeunes. Vous avez dit oui à Réseau Pâquerette pour venir partager votre histoire. Alors, je vous en remercie et je vous laisse la parole. Eh bien, écoutez, merci Alexandra de m'avoir me tendre le micro. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit oui, c'est parce que je sais que de temps en temps, on peut se trouver enfermé avec nos propres histoires et des obstacles que l'on y pense insurmontables. Or, personnellement, j'ai eu la chance de vivre une vie où j'ai croisé le chemin de personnes qui m'ont tendu la main et qui m'ont permis qui m'ont appris à contourner et passer ces obstacles, quelles que soient les difficultés, pour continuer à avancer et pour permettre, malgré les difficultés, de trouver le bonheur et j'espère, réussir sa vie. Et donc, mon histoire, c'est celle ça commence pas très bien, en fait. Je suis abandonné à l'âge d'1 an et sans connaître de père inconnu. Et je suis confié à des familles d'accueil, pas si accueillantes que ça, puisque je n'ai pas forcément le droit de me nourrir correctement, et donc j'apprends le combat de survie en essayant de protéger mon assiette et de manger le plus vite possible ce qu'on me donne. Et une première main tendue, à l'âge de 3 ans et demi, je suis accueilli dans une famille qui va m'adopter plus tard, quand j'aurai la majorité. Et là, je me sens accueilli dans une... je ne suis pas sûr d'être à ma place, parce que j'imagine que finalement, ce qui m'arrive, c'est-à-dire le fait d'avoir été abandonné, et en fait de ma faute. Parce que un enfant qui est abandonné, c'est pour lui un enfant qui n'a pas le droit à l'amour. Et on arrive à se convaincre que ce qui se passe, c'est de son fait. Donc en fait, on a une culpabilité extrêmement importante. Je dis ça pour tous ceux qui connaissent des enfants qui ont été adoptés. Un enfant abandonné, c'est une preuve de non-amour, et donc une blessure qui s'instaure et avec laquelle il faut vivre avec, qui peut mettre énormément de temps à cicatriser. Moi, j'ai fini par me cicatriser à l'âge de 32 ans. Et donc, voilà, je suis une âme blessée. Je suis accueilli dans cette famille qui, malgré tout l'amour qu'il me donne, eh bien, n'arrive pas à me comment dirais-je,
à me cicatriser, à me faire grandir. Je mène des combats, et l'essentiel des combats que je mène, c'est contre moi-même. Mais bon, la vie est compliquée. Je perds mon père adoptif. C'était la personne avec laquelle j'avais le plus de fit. Et une nouvelle fois, j'ai l'impression à 13 ans que je suis une nouvelle fois abandonné. Et puis, je suis en train de me morfondre en pension, en train de m'imaginer que je suis l'enfant le plus malheureux de la Terre, et un garçon vient me voir, et avec autorité, après que je lui ai répondu que je ne faisais rien dans l'après-midi, il m'ordonne de le suivre. Et je me retrouve sans plus attendre en face d'un immeuble complètement décrépit, dans un quartier extrêmement pauvre de Pontoise. Et on arrive dans l'appartement d'une personne âgée. C'était l'hiver, il faisait extrêmement froid dans son appartement. Et je découvre à 13 ans que j'ai pas le droit de me plaindre parce qu'il y a nettement plus malheureux que moi. Et cette femme, Madame Mouton, vit dans une extrême pauvreté. Et ce garçon, en fait, nous présente l'un à l'autre, sans nous avoir prévenus, en disant, ben voilà, Madame Mouton, je viens vous voir régulièrement chaque semaine. Malheureusement, je ne vais plus avoir le faire. Et c'est Jean-Paul qui va prendre ma place. Je le regarde un peu estomaqué. Madame Mouton, pas forcément ravie qu'on lui impose une nouvelle tête. Mais voilà, les choses sont faites et je vais tenter d'honorer ce contrat. Et je m'aperçois que malgré mes fragilités au fur des semaines, eh bien, je peux faire du bien à cette personne et qu'elle-même me fait du bien. Et donc, je découvre à 13 ans le secret du bonheur. S'occuper des autres rend heureux. Et c'est ce qui va me permettre d'orienter ma vie grâce à ce secret du bonheur que je mettrai dans le coin de ma tête. Je passe assez vite. J'ai envie à ma majorité, de créer mes propres racines. Et donc, je m'enfuis en Moyen-Orient, où je sers une famille de la dynastie des Pahlavis. Je suis dans le monde des mille et une nuits. J'ai toujours attiré par ce qui brille, parce que je m'imaginais que ce qui brillait pouvait me faire briller moi-même. Et parce que j'essaye d'exister, de montrer que j'ai ma place sur cette terre. Et donc, la meilleure façon pour moi, c'était de faire des conneries quand j'étais jeune. Et puis, c'est d'essayer de m'approcher de ceux dont on parle. Donc, première, parce que ça va être une vie de haut et de bas. Je connais, j'arrive au mauvais moment avec la Révolution. Et je suis obligé de partir en laissant toutes mes affaires comme un voleur. Je prends le premier avion en laissant mon argent, tout ce que j'avais gagné. Et je me retrouve finalement aux États-Unis, au Canada d'abord, puis aux États-Unis, où je fais tous les métiers pour exister. Ça va je commence comme cuisinier. Comme cuisinier, je ne suis pas suffisamment bon dans une pizza, donc on me met à faire on me donne à être serveur. Serveur, je ne comprenais pas, et donc ça n'allait pas suffisamment bien, donc je me suis retrouvé à faire la plonge. Voilà, j'ai fait pas mal de métiers les plus fous, et je découvre la réalité d'une vie compliquée, mais au fond de moi, j'ai la chance, alors je ne sais pas si c'est de l'orgueil, mais j'ai la certitude que la réussite m'attend de l'autre côté du chemin. C'est vraiment, et donc, quoi qu'il arrive, je continue à avancer, je continue à marcher, et je suis prêt à prendre des risques. Et puis, comme je saisis toutes les opportunités. Il y en a une que je saisis un jour qui me permet de me retrouver
allez, je ne sais pas, bras droit ou pied gauche d'un milliardaire français qui habite aux États-Unis. Et je me retrouve, après avoir fait des études de management, je me retrouve à la tête d'un département qui me donne autorité sur des gens nettement plus âgés que moi, qui se demandent ce que ce petit jeune con, parce que j'étais un petit con à cette époque-là, je le suis toujours, mais je me suis amélioré. Et donc, je me retrouve au sein de la jet set new-yorkaise, en train de gagner des fortunes et naviguer entre des différentes eaux troubles avec un certain nombre de requins qui ne pensent qu'à une seule chose, c'est à croquer une partie de la fortune de ce milliardaire, pour lequel je me suis pris d'amitié parce que je pense que j'aime tous les gens qui ne sont pas comme les autres, et celui-là n'était pas comme les autres. Néanmoins, se passe un premier moment important pour me remettre un peu sur le chemin. Il y en avait un qui veillait, qui était le bon Dieu qui veillait sur moi. Et mon chef des stocks qui s'appelait Jay, qui était un gars qui se trouvait, qui buvait toute la journée des canettes de bière. Et un jour, je le vois et je lui dis, qu'est-ce qui se passe, Jay? Tu n'es pas bien? Il me regarde et il me dit, mais pourquoi? Ben, je lui dis, tu n'as pas ta canette de bière dans la main. Et là, il me fusille du regard en me disant, c'est le carême. Et là, je me sens vraiment con et interloqué. Et je me dis, au fond de moi, il y a une petite voix qui dit, mais et toi, tu es pourtant chrétien, qu'est-ce que tu fais pour ton carême? Et là, ça commençait les choses ont commencé à se fissurer. Je sentais bien que je n'étais pas forcément à la bonne place. Enfant abandonné, j'avais au plus profond de moi le désir d'un bonheur que j'imaginais au sein d'une famille, avec des enfants que je pourrais aimer comme j'imaginais qu'on devait aimer. Je m'imaginais aimer une femme avec la volonté de l'aimer comme un fou. Et là, je menais une vie de bâton de chaise, je courais après des plaisirs vraiment très superficiels. Et je voyais bien que je n'étais pas dans des conditions pour obtenir ce que je voulais. Et je démissionne. Je démissionne et je me retrouve en train de monter une autre entreprise. C'était la deuxième, j'en avais monté une précédemment, où je commence à importer des produits que je faisais fabriquer à Taïwan. Dans les années 80-85, c'est très original comme démarche. Et là encore, c'est marrant parce que je loue une maison d'un prêtre qui était un peu coquin sur les bords. Il avait le sens des affaires. C'est un Irlandais qui était sympathique au demeurant. Et un jour, je me trouve dans ma salle de bain. Et je ne sais pas ce qui se passe. J'ai une force incroyable qui me plaque au sol, et je pose un genou sur la terre, à terre, et je demande pardon au bon Dieu en disant, écoute, je fais que des conneries. Je te demande pardon, prends-moi par la main et mène-moi vers le bonheur. Ma vie, à partir de ce jour-là, a totalement changé. J'ai voulu donner du sens à cette vie et une orientation totalement différente. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Alors, la providence c'est accaparé de la situation et m'a fait faire des business. Enfin, j'ai fait du business tout seul avec quelqu'un qui a abusé de la situation, et je me retrouve en faillite, ou presque, et donc n'ayant plus rien à faire, plus le sou une nouvelle fois aux États-Unis, je dois faire profil bas et rentrer en France. J'imaginais que je rentrais en France pour quelques semaines,
Et me voilà à nouveau au bas de l'échelle, puisque je voulais absolument pouvoir vivre et avoir de l'argent pour vivre. Donc, sur un petit boulot, j'appelle un copain de l'armée que j'avais rencontré lors de mon service militaire, qui était concierge au Ritz. Et il me dit, écoute, si tu n'as pas peur ni une honte, j'ai un poste pour toi. Il suffit c'est poste de voiturier, il suffit d'ouvrir les portes et de tendre la main. C'est l'époque où les princes arabes viennent en France et dépensent leurs millions de dollars. Et donc me voilà en train de tendre la main pour récupérer les sous. Alors ce qui est assez paradoxal, c'est que je retrouve comme certains clients qui viennent, que j'avais connus, des personnes que j'avais rencontrées aux États-Unis qui viennent au Ritz. Et donc, voilà, je ne sais pas très bien si je dois baisser la tête, les regarder droit dans les yeux en étant fier de ce que je suis. Et puis voilà, je rencontre un garçon qui lui aussi est en recherche et on monte une entreprise ensemble. J'en parle, non pas parce que le sujet est intéressant, mais parce que j'embauche une jeune fille qui semble fantastique. Et donc, j'ose au bout de quelques semaines, quelques mois, lui demander de venir dîner avec moi. Et 2 jours et demi après, je lui ai demandé sa main. Voilà, c'est comme ça que et elle a mis 24 heures et elle a accepté. Voilà, j'avais 31 ans. Donc, je parlais tout à l'heure qu'il m'a fallu 32 ans pour cicatriser. C'est grâce à l'amour que j'ai rencontré avec Sandrine que j'ai fini finalement par cicatriser ce manque d'amour dont j'avais été, comment dirais-je, que j'avais vécu. Et voilà, une page se tournait. Aimant, je pouvais donner un sens encore plus fort à ma vie. Et donc, voilà, j'ai essayé d'être entrepreneur sans doute parce que personne ne voulait de moi. J'étais vraiment trop atypique. Et je croyais aussi, j'avais, comme je l'avais dit tout à l'heure, ce ressenti que de toute façon j'allais réussir et que cette force-là, je devais la mettre au service de ceux qui se sentaient exclus, qui n'avaient pas connu le parcours qui leur aurait permis eux aussi de prendre davantage conscience dans leurs capacités. Et donc, j'ai voulu créer des entreprises où l'humain était au centre de la stratégie d'entreprise. Et alors clairement, j'ai monté des entreprises avec pas grand-chose, mais je vais parler de la dernière, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Nameshield, que j'ai montée en 94 avec 8 000 euros de capital, avec une vision, c'est que le monde de l'Internet naissant à cette époque-là, alors très, très naissant, puisque en France, personne ne parlait de l'Internet. Ça a commencé à se développer en France en 97, donc j'étais vraiment pas forcément au bon moment. Et donc, effectivement, il a fallu de nombreuses années pour faire le métier, exercer le métier qui me semblait important, qui était de protéger les marques et l'identité numérique des entreprises. Alors, c'est un petit clin d'œil là aussi, parce que moi qui, à titre personnel, avait lutté et cherché pour trouver ma propre identité et qui ne l'avait jamais trouvée, je me retrouvais à combattre pour défendre l'identité des entreprises. C'est rigolo, en fait. Je pense que je l'ai pas fait. Je pense que je l'ai pas fait exprès. D'ailleurs, il y a plein de choses que vous savez. Il y a des gens qui dans la vie ont une intelligence toute particulière, avec un sens de l'analyse, et qui leur permettent de construire leur vie comme ça, de façon tout à fait organisée, structurée. Moi, j'ai avancé dans ma vie
Et c'est simplement en regardant dans le rétroviseur, je m'aperçois que les choses ont été à peu près dans le bon sens et que finalement, je suis passé par une espèce de parcours initiatique qui comment dirais-je, d'impasse en détour, m'ont permis qu'à un cas de trouver réellement ma voie, un sens à tout ça et le bonheur. Donc cette entreprise, on est trop en avance, ces personnes ne s'intéressent à Internet, et donc il faut survivre. Aujourd'hui, les jeunes, on apprend à tout le monde qu'une entreprise, ça se monte en faisant des levées de fonds. Moi, je n'ai jamais rien levé, ou pas grand-chose. Mais par contre, d'essayer de créer des produits qui se vendent et qui donnent de la marge pour pouvoir continuer à payer les collaborateurs mois après mois, c'est quelque chose que j'essaye de faire. Donc, j'invente plein de produits. De temps en temps, c'est des bons produits qui la plupart du temps, ne trouvent pas forcément le marché, mais néanmoins, ça nous permet, qu'à un cas, de poursuivre l'aventure. Cette aventure qui permet à Namesheet de devenir un leader mondial dans son secteur, une entreprise qui finit par trouver le marché, servir une quinzaine d'entreprises du CAC 40. Et aujourd'hui, la fierté, effectivement, c'est de se dire que c'est une entreprise qui est utilisée par tous les Français qui se connectent à l'Internet. Donc, c'est pas trop mal pour une boîte qui est partie avec 8 000 € de capital et qui accueillit dans son sein des gens qui frappaient à la porte. Donc, ça, c'est aussi une caractéristique où j'ai essayé non pas un management par la défiance, mais de manager par la confiance et de donner une chance et une place à ceux qui sonnaient à la porte de l'entreprise, quitte à changer un peu la stratégie en fonction des talents. Parce que je crois que le vrai métier d'un chef d'entreprise, c'est celui non seulement d'être au service de ses collaborateurs, mais celui de découvrir les talents de ces derniers et de leur donner la place à ces talents. Je crois qu'il y a trop de gens qui font puis il y a une exigence aussi importante de la société pour qu'on soit au top dans tout ce qu'on entreprend. Non, c'est pas comme ça qu'il faut. Moi, je vois la vie. Je pense qu'on a un devoir de développer, de trouver nos talents, parce que je pense que chaque être humain a reçu des dons. Et une fois qu'on a découvert ces talents, on a le devoir de les développer et de les pousser le plus loin possible pour les mettre au service des autres. Et donc, je me suis efforcé d'essayer de trouver les talents de ceux qui n'en avaient pas forcément conscience et de leur donner une place dans l'entreprise. Alors clairement, l'entreprise aurait pu devenir 2 fois plus grosse, 2-3 fois plus grosse, si j'avais fait d'autres choix, j'avais fait le choix de mettre l'humain au cœur de cette stratégie et d'essayer de donner une place à chacun et en ayant un rythme de développement qui soit un rythme humain et non pas un rythme de l'enfer digital dans lequel on vit. Derrière, c'était aussi de donner un sens extrêmement profond, encore plus profond. Donc, c'est parti d'un constat, il y a 8 ans maintenant, que il y avait des gens fantastiques dans le milieu associatif qui faisaient des choses merveilleuses pour être au service de celles et ceux qui sont dans la difficulté, et que ce monde associatif était souvent était toujours sous perfusion de l'État pour bénéficier des ressources, mais que l'État était de plus en plus défaillant et que si on n'agissait pas, eh bien, on allait se retrouver avec un nombre d'associations qui allaient mourir et des vraies misères par rapport à celles et ceux dont ces associations s'occupaient. Et que pour moi, j'avais cette vision que le monde de l'entreprise devait prendre le relais de l'État pour pouvoir financer et accompagner ces associations pour leur permettre de poursuivre
les actions fabuleuses qu'elles font au service du bien commun. Et mon idée était une idée là aussi innovante. On a créé Esperantia, donc avec mon épouse Sandrine, qui en fait demande aux entreprises, en disant voilà, je pense qu'il faut, bien évidemment, la société qu'on connaît aujourd'hui doit totalement se renouveler, exploser, parce que tout est en train d'exploser. La solution n'est pas tenable. Au niveau des entreprises, avec le système pyramidal, une personne qui décide, tout le monde garde à vous, tout ça, ça ne peut pas fonctionner. 27 familles dans le monde qui détiennent autant de richesses que la moitié de la population, ça ne peut pas fonctionner. Donc, il faut vraiment qu'on fasse la révolution. J'encourage les jeunes à vraiment avoir l'audace d'agir autrement à travers des idées nouvelles. On pourra revenir sur le sujet plus tard, mais donc il fallait pour moi qu'on trouve une nouvelle idée pour que ces entreprises qui souhaitaient avoir un engagement sociétal, vous savez que c'est à la mode, tout le monde en parle, d'ailleurs moins on en fait, plus on l'étale très gros, et que la meilleure façon pour moi d'avoir un engagement sociétal, c'était de demander aux entreprises de donner ce qui a le plus de valeur chez elles. Et ce qui a le plus de valeur dans une entreprise, ce n'est pas l'argent, c'est le capital, c'est-à-dire les actions de l'entreprise. Et pourquoi? Parce qu'on voulait trouver une solution afin d'accompagner les porteurs de projets, le monde associatif, il nous fallait, sur du long terme, il nous fallait être sûr d'avoir des revenus réguliers. La meilleure façon d'avoir des revenus réguliers, c'est de bénéficier de la récurrence des dividendes des entreprises qui nous auraient donné du capital. Donc, on a fait, avec Nameshield, on a fait exactement ça. On a donné 15% du capital de Nameshield à Esperantia, qui elle-même était en mesure de ce fait. On a même aussi donné 1% du chiffre d'affaires. Mais ainsi, Esperantia commençait à avoir les premiers fonds pour pouvoir aider des associations, pour un tiers dans le monde de la petite enfance, un tiers dans le monde de l'éducation, un tiers dans la réinsertion. Et on a fait une découverte, ce qu'on imaginait, mais on a, au bout de 8 ans, montré qu'on avait trouvé la martingale, en sens que cet engagement que Nameshield avait signé aux côtés d'Esperantia, ça apportait 3 choses. La première, c'est que ça apportait énormément de fierté et une raison supplémentaire aux collaborateurs de se lever le matin pour aller travailler dans leur entreprise. Parce que leur travail servait aussi à des belles choses dont ils ont pu être témoins, puisqu'on faisait venir et on créait des contacts avec les associations qu'on aidait. Donc, ils ont clairement vu les jeunes vers qui Esperantia accompagnait. La deuxième raison, c'est que ça a donné de l'attractivité à Nameshield. Pour la bonne et simple raison que dans le monde digital, et pas uniquement dans ce monde-là, on se trouve à manquer comment dirais-je, de profil. Il n'y a pas suffisamment, la demande est trop importante par rapport à l'offre. Donc, comment attire-t-on les talents? Eh bien, soit on s'appelle Google et Facebook et on fait des gros chèques. Et alors, il y a peu d'entreprises qui sont capables de rivaliser avec ça. Et puis, c'est, je pense, une très mauvaise politique d'emploi parce que quand on emploie des gens qui sont attirés par ça, eh bien, on a des chasseurs de primes qui vont venir dans l'entreprise et puis qui vont chasser une prime 6 mois ou 1 an après. Donc, on ne crée pas quelque chose dans la durée. Par contre, si on attire ces talents avec du sens, ça devient, on crée une relation extrêmement forte. Et la plupart des jeunes qu'on a embauchés les 3 dernières années, ils sont venus, la très grande majorité d'entre eux sont venus non pas parce qu'on est une boîte innovante, non pas parce qu'on a des clients fabuleux, non pas parce que les projets étaient intéressants, mais à cause ou grâce à Esperantia. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Je pense que c'est
on risque d'assister dans les années à venir, et je pense que ça a déjà commencé, à une crise très grave de l'emploi, parce que toutes ces grosses boîtes du CAC 40 et autres n'attirent plus les jeunes. Clairement, il va y avoir un nombre incroyable d'entreprises qui vont disparaître parce qu'ils ne pourront plus attirer les talents. Donc ça, c'est vraiment, il y a un cri d'alerte pour que les entreprises s'engagent et mettent du sens dans le quotidien, parce que c'est ce que les jeunes veulent trouver chez leur employeur. Et la troisième raison, pour ceux qui ne croient pas ni au bienfait ni de la première ni de la deuxième raison, bah c'est dans le tiroir caisse que ça se passe. C'est qu'en fait, notre engagement a permis d'augmenter notre chiffre d'affaires, ce qui est un petit peu compréhensif quand vous cherchez un fournisseur sur Internet. Eh bien, vous allez vous donner de bonne conscience. S'il y en a un qui a un engagement sociétal fort, eh bien, vous allez plutôt lui donner votre business. Et donc, voilà, on a trouvé une martingale qui fait que ce qu'on a eu l'audace de développer, non seulement ça fonctionne, mais c'est source de sens, c'est source de développement, à la fois des associations qu'on aide, des collaborateurs qui sont fiers, mais aussi des clients qui sont fiers de ce qu'on fait. Donc, je pense que c'est un modèle qui devrait être copié abondamment, parce que je pense qu'on détient à travers ce mode de fonctionnement de réponses pour faire en sorte que le monde associatif continue à se développer. Voilà, ça c'est l'histoire d'Espérantia. Et puis écoutez, clairement, il y avait aussi une volonté de se dire que l'entreprise devait, elle aussi, faire sa révolution, et que l'entreprise de demain devait se construire, étant donné que je ne me sentais pas une âme pour vivre éternellement. Il fallait que je laisse la place à d'autres pour inventer en toute tranquillité, toute confiance, cette entreprise de demain. Donc la meilleure façon de le faire, c'était de transférer cette entreprise et mettre en place les conditions pour que mes salariés qui m'avaient, comment dirais-je, suivi, certains depuis plus de 20 ans, puissent construire leur avenir en ayant les coups des franches. Donc, effectivement, au mois de décembre, le 31 décembre, je suis venu avec mon épouse prendre mes affaires, ramasser mes affaires du bureau, et je leur ai laissé la place pour qu'ils puissent écrire une toute nouvelle aventure. Eric? C'est une belle histoire. Je vous ai fait un petit résumé rapide de l'histoire. Alors, ça commence un jour, je suis né à 13 ans. Dans la vie, on avance en apprenant à ouvrir les bonnes portes et les bonnes portières. Et puis, le dernier, pour l'instant, un jour, je suis né une deuxième fois à 31 ans. Ou 32, mais 13 et 31, c'est les mêmes chiffres, mais pas dans le même sens. Oh. Ah non, mais j'ai fait des études de mathématiques. C'est ce que je vois. Merci Super. beaucoup, Eric. Super. Alors, moi, j'entends dans votre histoire justement cette va-et-vient. Je tombe et je me relève, je tombe et je me relève, et je tombe et je me relève. Qu'est-ce qui fait que vous vous relevez? Alors déjà, c'est un manque de choix, hein. Il n'y a pas d'alternative parce que si vous ne relevez pas, la vie est finie, hein. Je pense que d'ailleurs, on voit que ceux qui vivent dans des conditions extrêmes, dans les bidonvilles et autres, si vous avez la chance de les côtoyer, d'aller les voir comment ils sont, c'est des gens qui ont une énergie incroyable.
Donc, je pense que la difficulté de la vie peut nous apprendre, et j'ai bien conscience que ce n'est pas un don que tout le monde reçoit. Moi, j'ai eu cette chance-là. Les difficultés m'ont donné envie et m'ont donné une raison de combattre, de me lever, je me suis pas posé beaucoup de questions. Pour moi, c'était alors quand on a une famille pendant une certaine époque, j'arrivais pas à nourrir la famille et pour moi, c'était vraiment quelque chose où il fallait je pouvais pas baisser les bras. Donc la famille était une raison, mes enfants étaient une raison pour me battre. Mais au tout début de ma vie, c'était parce que je voulais montrer au monde que j'avais ma place et pour ça, tant qu'il n'y avait pas un petit peu de réussite, tant que j'en avais pas fait la démonstration, je n'avais pas le droit de m'arrêter. Et puis clairement, je vous ai un petit peu parlé de ma foi, mais ça a été quelque chose d'essentiel. Je pense que c'est ce qui m'a permis de donner un sens. Parce qu'à un moment donné, quand vous prenez des coups sur la figure en permanence, trop, c'est trop. Mais il y avait toujours aussi cette idée que je ne faisais pas ça pour moi. Je pense qu'effectivement, si c'était pour moi, peut-être que j'aurais plus facilement baissé les bras. Mais j'attachais toujours la nécessité de se battre aussi pour les autres. Donc, je pense que tout à l'heure, je disais que j'avais découvert le bonheur à 13 ans, à travers cette Madame Mouton qui vivait vraiment dans la pauvreté et qui avait connu des difficultés incroyables. Je crois qu'elle m'a fait découvrir aussi que ceux qui ont un peu de ressort, quelles que soient les difficultés qu'ils vivent, ont le devoir de regarder davantage, de développer cette acuité au mal-être des autres qui sont autour. Et à travers le mal-être de ceux qui sont autour, vous pouvez réellement trouver des forces intérieures qui vous permettent de combattre et de surmonter vos propres malheurs. Vous avez parlé de l'espérantia, donc c'est l'espoir. Hein. En quoi pour vous c'est important d'espérer? Écoutez, parce que je pense que c'est la vie. Je crois que le Créateur nous a pas mis sur terre pour qu'on soit malheureux. Je pense que l'homme se débrouille très bien par lui-même pour construire son malheur. Et que on a cette vie qui se résumerait à un parcours de combattant sans aucun sens, que de courir après la richesse, la réussite, les honneurs, qui n'aurait que ça comme finalité. Mon Dieu, comme c'est triste. Donc, la nécessité d'espérance, c'est de se dire que ce combat de la vie nous prépare à un plus grand bonheur qui se conquiert aussi par le fait que on ose et on ne refuse pas la route qui nous est sur laquelle on est. C'est-à-dire que je pense que quelle que soit la route et les difficultés, nous avons tous un devoir d'avancer pour enfin découvrir le bonheur qui nous attend. Aujourd'hui, nous sommes plongés dans une crise sans précédent. Hein. Le monde entier est plongé dans cette crise. Et il y a beaucoup de personnes qui se sentent complètement impuissantes face à des difficultés qui arrivent et qu'on ne voit pas le but du tunnel. Comment vous vivez cette période? Je suis révolté. J'aime beaucoup la justice et là, c'est qu'un monde d'injustice. Mais justement, je pense que soit
soit on ne fait rien, soit on réfléchit, mais la solution ne réside ni dans trop de réflexion, ni dans l'immobilisme. On a besoin d'agir. On vit dans une société où il manque de l'action, on est tétanisé. Surtout qu'il faut tout inventer. On voit bien que les schémas dans lesquels on vit sont totalement, ne correspondent plus aux besoins de la société de nos contemporains. Donc, en dehors du constat, soit on se regarde tous en chien de faïence en disant c'est affreux, on est gouverné par des idiots, il n'y a plus de comment dirais-je, on est trop sur cette planète, il n'y a pas suffisamment de ressources et de toute façon on va au chaos. Bon, je ne pense pas que ça soit très constructif. Maintenant, c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire personnellement pour que rendre cette vie peut-être un peu plus agréable pour les autres. Ça va passer par à la fois le sens de l'autre, donc ça me semble, c'est vraiment quelque chose d'important aujourd'hui. Je pense que les formations que reçoivent nos jeunes, dans quelles que soient les écoles, on leur explique qu'ils sont en train ils font partie de l'élite et on essaye de leur inculquer le fait qu'ils sont promis un grand avenir et qu'ils doivent en fait gouverner le monde. On devrait plutôt apprendre à ces jeunes d'avoir, et puis la façon dont on est tous reliés avec ça, avec les outils, nous déconnecte de l'humain. Je pense qu'il y a besoin de se reconnecter, de découvrir qu'on ne trouvera de nouvelles orientations que si on arrive à développer le sens de l'autre. Et que par rapport à ça, si on développe le sens de l'autre, et qu'on est davantage à l'écoute et une envie de co-construire, non pas quelque chose uniquement pour moi, mais pour le bien de l'humanité, ben ça va nous permettre d'avoir l'audace d'imaginer nos vies totalement différemment par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Et donc, oui, il faut se révolter. Je pense qu'au niveau des jeunes, moi, chaque fois que je rencontre des jeunes, je dis, écoutez, ne cherchez pas la solution avec les vieux cons dont je fais partie, qui auraient encore l'audace de vous expliquer comment il faut faire. On a bien montré à travers nos choix qu'on était en incapacité de prendre les bonnes décisions pour les jeunes. Donc maintenant, je pense qu'il faut que ceux qui sont moins jeunes donnent davantage de place à ceux qui sont plus jeunes qu'eux et les accompagnent non pas pour leur dire surtout laissez-nous faire, mais leur laisse comment dirais-je, les coups des franches et leur donne les moyens. Donc ça passe par la confiance, mais c'est aussi par des moyens financiers pour que les jeunes puissent changer cette société et construire la société qui leur permettra de non seulement donner une place à chacun, mais d'être heureux, quoi. Il y a urgence. Moi, comme je vous entends, j'ai l'impression que votre force, votre énergie vitale et votre détermination vient justement de cette envie d'être avec les autres et pour les autres, d'aider son prochain et toujours avoir les mains tendues. Est-ce que c'est ça votre force? Est-ce que c'est de là d'où vient votre énergie? Je pense que j'ai parlé d'injustice. J'ai vécu des deux côtés. Hein. J'ai vécu avec les très riches et j'ai vécu avec les très pauvres. Quand on est du côté des très pauvres, franchement, ça fait mal au cœur de voir qu'il y a un monde qui nous ignore, qui est tellement loin de nos préoccupations et qui ne fait pas grand-chose pour nous aider. Enfin, c'est insupportable, ce droit, comment dirais-je, cette injustice liée à la naissance. Donc, quand on a eu la chance de recevoir, au
lieu d'essayer de garder ce qu'on a reçu, c'est comment le partager. J'aurais pu naître dans une favela au Brésil et pas connaître la vie que j'ai. Donc, comment je peux faire pour permettre à l'autre, qui en fait, qui est moi aussi, comment je peux faire pour donner des moyens et faire en sorte que les autres puissent avoir une vie décente. Vous savez, résoudre les problèmes de la Terre, ça demande que de l'innovation. J'ai fait un calcul tout bête un jour, c'est que si chaque entreprise française distribuait simplement 1% de ses bénéfices, pas grand-chose, 1% de ses bénéfices, on arriverait à créer 2 millions d'emplois si on utilisait cet argent pour créer des outils de production dans les pays en voie de développement. 2 millions d'emplois par an. Vous imaginez ce que ça fait? Eh bien, faisons-le. Donc, c'est là aussi cette force qu'on pourrait libérer au niveau des jeunes, c'est vrai que les jeunes sont mus par une grande générosité et n'ont pas forcément le sens de la raison. Je me souviens quand j'avais 20 ans, j'aimais pas trop les règles et j'imaginais que rien m'était impossible. Libérons ces énergies au niveau des jeunes pour qu'ils osent faire des choses et qu'ils inventent des choses qu'on n'a pas été foutus, nous, les adultes plus vieux qu'eux, de mettre en œuvre. Donc, on peut tout à fait sauver la planète, on peut redistribuer les richesses, il faut le vouloir. Et puis, attendez, aujourd'hui, on a des outils fantastiques. Les jeunes manipulent les réseaux de façon considérable. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que les fabricants de ces réseaux qui créent des richesses incroyables, alors qu'on pourrait tout à fait utiliser ces réseaux pour changer le monde. Je rebondis sur tout ça, moi. Tant qu'à tomber, l'important c'est de pouvoir se relever et pouvoir se relever en rebondissant, et donc tomber sur un trampoline, c'est quand même le plus pratique. Oui. Chute. Excellent. Merci Eric. Une dernière question, Jean-Paul. Oui. Vous êtes une chef d'entreprise. Comment aujourd'hui, en tant qu'humain sur cette terre, on peut naviguer, aller devant, en avant, alors qu'on ne voit pas où on va et qu'on ne voit pas l'horizon? Je pense chacun à sa place. Je connais quelques esprits brillants qui font des analyses fantastiques sur où aller, comment y aller, et qui vous donnent le mode d'emploi. C'est souvent des théoriciens, mais qui imaginent les choses. Et puis il y a les besogneux comme moi. Moi, j'ai pas forcément. Oui, au fond de moi, j'aimerais changer le monde, bien évidemment, mais je pense que je me fixe des objectifs nettement plus que je suis en capacité de tenir. Donc, je pense que ce qui manque, et c'est ce que je dis à des jeunes entrepreneurs, c'est en fait pourquoi, quel est le sens derrière de ta mission de chef d'entreprise? Pourquoi créer une entreprise? Il faut que derrière la volonté de concevoir, vendre un produit, je pense qu'il y a une finalité plus importante à avoir, et donc c'est un bel objectif, surtout et encore davantage dans les mois qui vont venir, où le chômage va exploser, de se dire on va créer des entreprises qui vont permettre de créer des emplois et de permettre à des femmes et des hommes de pouvoir nourrir leur famille. Ça, vous voyez, peu importe l'objectif plus lointain, il y a des choses, il faut être très pragmatique.
la société est en ébullition. On va droit dans le mur sur l'utilisation des ressources. On prend des idées. Il y a plus de, vous voyez ce qui manque dans cette société, c'est deux choses, c'est le bon sens et l'intelligence du cœur. Or, je pense qu'avec ces deux facultés, enfin voilà, c'est une vraie boussole. Même si on n'a pas une intelligence pointue, si on sait développer et on entretient le bon sens et l'intelligence du cœur, je pense que ça suffit pour avoir une boussole qui vous mène à peu près là où il faut aller. Merci beaucoup, Jean-Paul. Est-ce que je peux vous laisser le mot de la fin pour le Oh non, je n'ai pas de mot de la fin. Je pense que je suis pas, voilà, vous l'avez compris, je suis un besogneux qui a découvert les choses petit à petit, qui finalement se dit que j'ai arrêté d'être fort, de vouloir être fort quand je me suis voulu faible. Et quand on est faible, on a conscience qu'on a à la fois besoin des autres et qu'on a surtout besoin du bon Dieu. Je pense qu'on fait des grands progrès sur la façon dont on mène sa vie, parce que le bon Dieu aime quand on se sent faible, parce qu'il nous fait grandir. Et vous savez, je suis persuadé que il est présent sur cette terre, qui nous envoie des messagers qui nous permettent, qui nous disent les bonnes choses. Ils n'en ont pas conscience, mais ouvrons les yeux et les oreilles sur les humains et les gens qu'on rencontre, et on rencontrera plus facilement Dieu, et il pourra comme ça orienter notre vie vers lui, vers le bonheur. Merci beaucoup. Merci Jean-Paul pour cet échange. Merci Eric pour tes dessins. Et n'oubliez pas... Oh, il y en a un dernier qui arrive. Il arrive. Le voilà. Pauvre Eric, on le presse en plus. Je suis stressé. Je sais où je veux. Oh. Super. C'est un joli mot de la fin. Qui s'inscrit parfaitement dans la philosophie de ces entretiens, puisque nous sommes au cœur de l'humanité. Et au cœur de l'humanité, il y a le cœur. Merci monsieur, merci Eric pour tes dessins, merci Jean-Paul pour cet échange. Et merci à tous ceux qui nous ont consacré le temps pour cette écoute. Et n'oubliez pas, fabriquez votre pâquerette et portez-les. Merci et à bientôt.